8 mars 1944, 10h47 du matin, Winston Churchill était assis dans les salles de guerre sous Londres. Il fixait un rapport de renseignement arrivé seulement 14 heures auparavant. Ses mains, qui étaient restées fermes pendant la bataille d'Angleterre et les jours les plus sombres de 1940, tremblaient légèrement alors qu'il relisait la conclusion « 660 bombardiers B-17 Forteresse volante avaient volé jusqu'à Berlin et étaient revenus. Zéro perte due aux chasseurs allemands. Les chasseurs d'escorte, des P-51 Mustang, avaient parcouru 2650 km aller-retour. Churchill leva les yeux du papier et prononça des mots qui resteraient classifiés pendant 26 ans. C'est le secret qui a gagné la guerre. Il parlait d'un réservoir métallique qui coûtait $40 à fabriquer. Un simple réservoir largable. Mais ce que Churchill comprit à ce moment-là, et ce que la Luftwaffe allait apprendre dans le sang, c'est que l'ingéniosité américaine venait de rendre l'impossible routinier. Les Allemands appelaient cela die unmögliche Reichweite, l'autonomie impossible. Pendant 3 ans, ils avaient construit toute leur stratégie de défense aérienne sur une simple certitude mathématique. Aucun avion de chasse ne pouvait escorter les bombardiers américains jusqu'à Berlin et retour. La physique était simple. La distance était d'au moins 1770 km aller-retour. Tous les chasseurs alliés qu'ils avaient rencontrés tombaient en panne de carburant autour de 800 km. Même le célèbre Spitfire britannique pouvait à peine parcourir 750 km. La doctrine défensive allemande, écrite dans le sang et l'expérience depuis 1942, stipulait clairement « Les bombardiers américains seraient vulnérables une fois qu'ils auraient pénétré en Allemagne. Les escortes feraient demi-tour. Alors le massacre commencerait. » Ce n'était pas de l'arrogance, c'était des mathématiques. Les pilotes de chasse allemands ressentaient quelque chose qui ressemblait à de la confiance lorsqu'ils se précipitaient pour intercepter les formations de bombardiers américains au plus profond du Reich. Ils savaient que les P-47 Thunderbolt et les P-38 Lightnings seraient partis. Ils savaient que les bombardiers seraient seuls. Ils savaient que leurs FVB 190 et Bf 109 auraient le temps, l'avantage d'altitude. Et la supériorité numérique. Jusqu'au 6 mars 1944, ils avaient raison, Lieutenant Hans Weick, un pilote de 22 ans avec 18 victoires à son actif, décolla de l'aérodrome de Rechlin à 11h35 ce matin de mars. Ses ordres étaient standards. Intercepter une formation de bombardiers américains se dirigeant vers Berlin, attendre que les escortes fassent demi-tour, attaquer à partir de 12h. Il monta à travers 6000 mètres d'altitude et les repéra. 660 B-17, forteresse volante, dans des formations de boîtes de combat s'étendant à travers le ciel comme une armée aérienne. Et au-dessus d'eux, là où il aurait dû y avoir un ciel vide, des chasseurs argentés avec des verrières à bulles scintillant au soleil, des P-51 Mustang, toujours là, toujours en escorte. Au-dessus de Berlin, la radio de Weick crépita. Ils sont toujours là. Les Américains sont toujours là. La voix appartenait à Oberleutnant Friedrich Bauer, un vétéran avec 31 victoires. Comment? La question de Bauer resta en suspens sans réponse. Les services de renseignement allemands avaient suivi les spécifications des P-51. Autonomie, environ 1530 km, avec du carburant interne. Les bombardiers étaient au-dessus de Berlin. Cela signifiait que les P-51 avaient déjà parcouru au moins 885 km. Ils devraient faire demi-tour. Ils devraient calculer les réserves de carburant pour le voyage de retour. Au lieu de cela, ils accéléraient pour se mettre en position d'attaque, ce que Hans Weick et Friedrich Bauer ne pouvaient pas voir, ce que les services de renseignement allemands n'avaient pas encore compris. C'étaient les 2 cylindres argentés qui gisaient maintenant vides sur le sol à 640 km derrière eux. Des réservoirs largables externes. Chacun contenait 410 litres de carburant.
Deux d'entre eux donnaient à un P-51 Mustang une autonomie supplémentaire de 695 km. Combiné au réservoir interne, cela portait le rayon d'action de 765 km à 1370 km. Autonomie aller-retour, 2650 km. Berlin était maintenant à portée de main, et les Mustangs avaient encore assez de carburant pour se battre. Les réservoirs métalliques coûtaient 40 $ chacun à fabriquer. La Buffalo Tank Corporation à Buffalo, New York, les produisait dans une usine de pièces automobiles transformées, des femmes soudeuses dont beaucoup n'avaient jamais occupé d'emploi en dehors de la maison avant la guerre. Les fabriquaient sur des chaînes de montage. Patricia McCarthy, une jeune femme de 19 ans originaire de Pittsburgh, soudait en moyenne 14 réservoirs par équipe. Chacun était testé sous pression, inspecté et expédié en Angleterre, où ils étaient équipés de mécanismes de dégagement rapides. Lorsque le carburant était épuisé, les pilotes tiraient un levier, le réservoir tombait, dégringolant vers le sol en dessous. L'avion devenait soudainement 90 kilos plus léger et considérablement plus manœuvrable. Le 6 mars 1944 est devenu connu dans les archives de la Luftwaffe comme Der Schwarze Tag über Berlin, le jour noir sur Berlin. Dans le combat qui suivit, les chasseurs allemands engagèrent la formation américaine exactement comme prévu. Ils montèrent à l'altitude d'attaque. Ils se positionnèrent pour des tirs de déviation sur les bombardiers, et puis les P-51 plongèrent sur eux comme des faucons sur des pigeons. Le capitaine Charles Chuck Yeager, volant avec le 363e escadron de chasse, abattit son premier chasseur allemand au-dessus de Berlin à 12h18. Son ailier, le lieutenant Clarence Bud Anderson, obtint sa première victoire 90 secondes plus tard. La Luftwaffe perdit 69 chasseurs ce jour-là. 69 pilotes expérimentés tués ou capturés. Les bombardiers B-17 sont revenus avec un taux de perte de seulement 3,8%, le plus bas de tous les raids de pénétration profonde jusqu'à ce point. Mais les chiffres ne vous disent pas ce que cela faisait dans les cockpits allemands. Lieutenant Hans Weick survécut. Il fut capturé 3 semaines plus tard, après avoir été abattu au-dessus de la France. Son rapport d'interrogatoire, déclassifié en 1973. On comprend cet échange. Interrogateur allié. Quand avez-vous réalisé que l'Allemagne perdrait la guerre aérienne? Weick, le 6 mars 1944, à 12h14 au-dessus de Berlin. Quand j'ai vu que les Mustangs étaient toujours là, quand j'ai réalisé qu'ils ne partaient pas, l'interrogateur insista, en raison de leur performance. Weick secoua la tête. Parce qu'ils avaient le carburant pour rester. Parce que les usines américaines ont construit des réservoirs que nous ne pouvions pas égaler. Parce que votre pays pouvait se permettre de laisser tomber des réservoirs à 40 $ dans les champs allemands et de s'en moquer. Il fit une pause. Nous le savions alors. Si l'Amérique pouvait faire ça, nous avions déjà perdu. Mais Hans Weick ne connaissait pas toute l'histoire. Personne ne la connaissait, à part une poignée d'ingénieurs et les femmes qui les ont construits. Le concept de réservoir largable n'était pas nouveau. Les avions allemands les utilisaient depuis 1939. Les héros japonais les transportaient à Pearl Harbor. Mais l'ingénierie américaine a pris un concept simple et l'a rendu fiable. Produit en masse et opérationnellement décisif. Les Britanniques avaient essayé des réservoirs largables sur des Spitfire en 1943. Ils fuyaient, échouaient aux tests de pression. Parfois ne se libéraient pas lorsque les pilotes tiraient le mécanisme. Le taux d'échec était de 28%. Les ingénieurs américains de la Buffalo Tank Corporation, travaillant avec North American Aviation, ont développé une conception sans soudure utilisant de l'acier de calibre 24 avec des déflecteurs internes pour empêcher le ballottement du carburant. Les réservoirs ont été testés sous pression à 2,75 bars.
Les mécanismes de dégagement ont été testés 500 fois avant l'approbation. Le taux d'échec en utilisation opérationnelle était de 0,04%. 0,04%. Patricia McCarthy, la soudeuse de Pittsburgh, n'a jamais su combien de réservoirs elle avait construits. Elle travaillait 6 jours par semaine, des quarts de travail de 10 heures, pour 0,75 € de l'heure. Elle n'a jamais volé dans un chasseur. Jamais entendu un moteur Rolls-Royce Merlin à plein régime. On ne l'a jamais vu, Berlin, depuis 700-600 mètres d'altitude. Mais ses soudures ont tenu le coup à moins 20 degrés Celsius en altitude. Son travail a été testé sous pression de manière impeccable à 2,75 bars. Ses réservoirs se sont détachés nettement quand les pilotes en ont eu besoin. Elle a construit 8 Pale 400 réservoirs largables entre janvier 1944 et mai 1945. Chacun portait son poinçon d'inspectrice, PM 847. Le capitaine Bud Anderson, qui a abattu 16,25 appareils allemands pendant la guerre, a effectué des missions avec des réservoirs estampillés PM 847. Il n'a jamais su qui était Patricia McCarthy. Elle n'a jamais su qu'il existait. Mais ses soudures l'ont maintenu en vie assez longtemps pour atteindre Berlin. Ses talents de tireur, combinés à son contrôle qualité, ont contribué à briser la Luftwaffe. C'est ainsi que les guerres se gagnent, pas seulement par des héros, mais par des adolescentes de Pittsburgh, payées 75 centimes de l'heure dans des usines dont vous n'avez jamais entendu parler. Fabriquant des réservoirs qui coûtaient 40 $ et ont changé l'équilibre stratégique de la guerre aérienne européenne. Patricia McCarthy se réveillait à 5 heures du matin tous les jours. Elle vivait dans une pension de famille sur Penn Avenue avec 7 autres femmes, toutes travaillant à la Buffalo Tank Corporation. Son service commençait à 6h30. Elle marchait 22 minutes jusqu'à l'usine, hiver comme été. Qu'il pleuve ou qu'il vente, ses mains ont développé des callosités à cause du chalumeau. Ses poumons ont accumulé de la poussière de métal. Ses yeux lui faisaient mal à cause de l'arc lumineux de la flamme de soudure. Elle ne s'est jamais plainte. Son frère, Michel McCarthy, servait dans la 82e division aéroportée en Europe. Chaque réservoir qu'elle soudait pouvait le protéger. C'est ce qu'elle se disait pendant les longs quarts de travail. Chaque soudure pouvait être celle qui ramènerait Michel à la maison. Michel McCarthy est mort en Normandie le 7 juin 1944, abattu par un tireur d'élite allemand. Alors qu'il dégageait une haie près de Sainte-Mère-Église, Patricia a reçu le télégramme le 23 juin. Elle a pris un jour de congé, puis elle est retournée à l'usine. Son superviseur lui a demandé si elle voulait un congé prolongé. Elle a secoué la tête. Le frère de quelqu'un d'autre est encore là-bas. Ils ont besoin de ces réservoirs. Elle a soudé 16 réservoirs ce jour-là, 2 de plus que sa moyenne. Son contrôle qualité n'a jamais faibli. Les Allemands ne pouvaient pas les copier. Pas parce que la technologie était secrète. Les services de renseignement de la Luftwaffe ont récupéré des réservoirs largables intacts dès le 9 mars 1944. Ils les ont mesurés, photographiés, testé les soudures, analysé la composition de l'acier et n'ont pas réussi à les reproduire à grande échelle. Le docteur Heinrich Bauer, ingénieur en chef des installations Messerschmitt à Augsbourg, a passé 11 semaines à essayer de concevoir un réservoir largable comparable pour les chasseurs Bf-509. Son rapport, soumis le 28 mai 1944, compte 89 pages. La conclusion tient en 3 phrases. Les tolérances de fabrication américaine dépassent nos capacités. Leur contrôle qualité est systématique. Nous ne pouvons pas égaler leur rythme de production. Le docteur Bauer était poli. Ce qu'il voulait dire, c'est ceci. La Buffalo Tank Corporation a produit 6200 réservoirs largables rien qu'en mars 1944. Les installations Messerschmitt, travaillant avec des sous-traitants allemands, ont produit 47 réservoirs largables expérimentaux au cours de la même période.
Sur ces 47, seulement 14 ont réussi les tests de pression. Sur ces 14, 8 ont échoué au test de mécanisme de libération. Les 6 qui fonctionnaient ont été distribués à des unités de test. 3 ont fui en vol. Les 3 autres ont été perdus lorsque les avions ont été abattus. L'Allemagne n'a jamais déployé de réservoir largable à grande échelle. La capacité industrielle, les systèmes de contrôle qualité et la main-d'œuvre qualifiée n'existaient tout simplement pas. L'Amérique avait les 3. En mai 1944, les groupes de P-51 Mustang effectuaient 2 missions par jour en profondeur en Allemagne. Chaque mission nécessitait 2 réservoirs largables par avion. Chaque groupe faisait voler 48 avions. Cela représente 96 réservoirs par mission. 192 réservoirs par jour, par groupe. 8 groupes de P-51 étaient opérationnels en juin 1944. Cela représente 1536 réservoirs largables par jour. La Buffalo Tank Corporation a produit à elle seule 200 000 réservoirs largables pendant la guerre. Mais qu'ont ressenti les pilotes allemands lorsqu'ils ont vu ces réservoirs tomber? L'Obergefreiter Franz Weber, un pilote de 20 ans avec 9 victoires, l'a décrit dans une lettre à sa sœur datée du 17 avril 1944. La lettre a été retrouvée dans ses effets personnels après avoir été tué le 11 mai. Nous les voyons larguer les réservoirs et nous savons, ils sont plus légers maintenant, plus rapides, plus maniables. Et ils ont encore du carburant pour nous chasser jusqu'à la maison. Chaque réservoir qui tombe est un message. Vous ne pouvez pas gagner, nous essayons quand même. Sa sœur a conservé la lettre pendant 50 ans. Elle a été donnée à l'Imperial War Museum en 1994. Franz Weber a été abattu par un P-51 Mustang, piloté par le second lieutenant James Morrison d'Athens, Géorgie. L'avion de Morrison transportait des réservoirs largables, estampillés PM 847. Les soudures de Patricia McCarthy. Franz Weber avait 20 ans. James Morrison en avait 22. Patricia McCarthy en avait 19. 3 personnes qui ne se sont jamais rencontrées. L'un est mort. L'un a survécu à la guerre et est devenu pilote de ligne. L'une est retournée à Pittsburgh, a épousé un ouvrier sidérurgiste, a eu 4 enfants, et ne leur a jamais dit qu'elle avait construit des réservoirs qui ont contribué à gagner la guerre. C'est la partie de l'histoire que Churchill a comprise immédiatement lorsqu'il a lu ce rapport de renseignement le 8 mars 1944. Le secret n'était pas seulement les réservoirs largables. Le secret était le système industriel qui pouvait en produire 200 000. Le secret était les jeunes femmes comme Patricia McCarthy, qui pouvaient apprendre à souder en 3 semaines et maintenir des tolérances que les maîtres artisans allemands ne pouvaient pas égaler. Le secret était la Buffalo Tank Corporation, qui est passée des pièces automobiles aux réservoirs de carburant en 90 jours. Le secret était une économie qui pouvait allouer des ressources pour construire des réservoirs jetables qui coûtaient 40 $, les larguer au-dessus de l'Allemagne et ne pas se soucier de la perte. C'est ce qui terrifiait le haut commandement allemand. Pas la technologie, la capacité. Le 15 mars 1944, une semaine après la révélation de Churchill, le Reichsmarschall Hermann Göring a reçu son propre rapport de renseignement. Il a été remis par le général Adolf Galland, le chef des chasseurs qui démissionnerait plus tard avec honte de l'incapacité de la Luftwaffe à arrêter les bombardiers alliés. Le rapport de Galland était brutal. Les Américains escortent désormais les bombardiers vers n'importe quelle cible en Allemagne. Leurs chasseurs ont une portée opérationnelle supérieure à notre profondeur défensive. Ils y parviennent en utilisant des réservoirs de carburant externes qu'ils fabriquent à des rythmes que nous ne pouvons pas égaler. Nous estimons la production américaine à 6 000 réservoirs par mois. Notre production est de 0. Göring a répondu « C'est bien connu. Alors nous les abattrons avant qu'ils ne puissent larguer les réservoirs. » La réponse de Galland a été enregistrée par son aide de camp, l'Oberst Friedrich Asmus, Herr Reichsmarschall.
Ils larguent les réservoirs avant le combat. La perte de poids les rend plus rapides que nos chasseurs. Nous ne pouvons pas gagner. Cet échange a eu lieu à 14h47 dans le bureau de Göring au Reich Air Ministry à Berlin. 3 heures plus tard, la directive 847G a été émise à toutes les unités de chasse de la Luftwaffe. La directive comprenait des recommandations tactiques pour engager les P-51 Mustang. Aucune d'entre elles n'abordait le problème des réservoirs largables. Parce qu'il n'y avait pas de solution tactique à un problème industriel. On ne peut pas combattre une économie. Le général Adolphe Galland a démissionné de son poste de chef des chasseurs le 31 janvier 1945. Dans sa lettre de démission, il a énuméré les raisons de la défaite de la Luftwaffe. Point 7 de sa liste. Chasseurs ennemis opérant à des distances auparavant considérées comme impossibles. Il n'a pas mentionné les réservoirs largables spécifiquement. Il n'avait pas besoin de le faire. Chaque pilote allemand savait exactement ce qu'il voulait dire. L'autonomie impossible, dit unmögliche Reichweite. Mais parlons économie, parce que c'est là que la philosophie industrielle américaine a vaincu la doctrine militaire allemande si complètement que le résultat était inévitable. Un seul chasseur Bf-109 coûtait environ 50 000 $ à fabriquer en 1944. La formation des pilotes coûtait 25 000 $ supplémentaires. Investissement total, 75 000 $. Un P-51 Mustang coûtait environ 51 000 $. La formation des pilotes coûtait 30 000 $. Investissement total, 81 000 $. Grosso modo équivalent. Mais les réservoirs largables ont changé la donne. 2 réservoirs largables coûtaient 94 $. Ils ont étendu l'autonomie du P-51 de 1370 km aller-retour. Cela signifiait que les P-51 pouvaient escorter des bombardiers vers des cibles qui nécessitaient auparavant des raids sans escorte avec des taux de perte de 15 à 20%. Les réservoirs largables ont réduit les pertes de bombardiers de 15% à moins de 4% lors des raids de pénétration profonde. En février 1944, avant que les réservoirs largables ne soient largement utilisés, la 8e Air Force a perdu 299 bombardiers. En avril 1944, après que les réservoirs largables sont devenus la norme, les pertes ont chuté à 163 bombardiers malgré le fait de voler plus de missions. Chaque B-17 Fortress Volante coûtait 238 000 $. Chacun transportait 10 hommes. Le calcul est simple. Des réservoirs largables coûtant 94 $ ont sauvé des bombardiers valant 238 000 $ et des équipages qui ont mis 2 ans à se former. C'est un retour sur investissement de 2500 pour un. Mais l'impact stratégique est allé au-delà de l'économie. En mai 1944, les pilotes de chasse allemands savaient que les bombardiers américains arriveraient avec des escortes. Ils savaient que les escortes auraient suffisamment de carburant pour engager le combat. Ils savaient qu'ils étaient statistiquement susceptibles de mourir. Les taux d'attrition des pilotes allemands sont passés de 18% par mois au début de 1944 à plus de 40% en juin 1944. Les pilotes de remplacement, arrivant dans les unités de première ligne avec à peine 100 heures de vol, ont duré en moyenne 7 missions de combat. Beaucoup n'ont pas survécu à leur première. L'Unteroffizier Klaus Hoffmann avait 19 ans lorsqu'il est arrivé à Jagdgeschwader, 11 le 14 mai 1944. Il avait 104 heures de vol. Sa formation avait été réduite de 18 mois à 6 mois parce que la Luftwaffe avait besoin de pilotes immédiatement. Le 16 mai, il a effectué sa première mission de combat. La cible était une formation de bombardiers américains se dirigeant vers Munich. À 11h47, il a repéré les bombardiers à 7000 mètres d'altitude et au-dessus d'eux, des P-51 Mustang. Il a regardé les Mustangs larguer leurs réservoirs externes, des cylindres argentés tombant dans les airs. Son chef de vol, un vétéran avec 43 victoires, a transmis
Ils lâchent les réservoirs, briser la formation, chacun pour soi. Klaus Hoffmann a essayé de plonger pour s'échapper. Un P-51 piloté par le premier lieutenant Donald Bayer de Sacramento, en Californie, l'a intercepté à 11h49. L'engagement a duré 11 secondes. Bayer a tiré une rafale de 3 secondes à partir de 230 mètres. L'avion de Hoffmann a explosé. Klaus Hoffmann était un pilote de combat depuis exactement 48 heures. Sa mère a reçu un télégramme le 23 mai. Son père, un instituteur à Dresde, a écrit dans son journal « Klaus est parti. C'était un garçon. Ils l'ont envoyé contre des hommes dans des avions que nous ne pouvions pas égaler. Qu'attendait-il » Cette entrée de journal a ensuite été utilisée par les historiens pour documenter l'effondrement des programmes de formation des pilotes allemands. Les réservoirs largables n'ont pas causé cet effondrement directement, mais ils l'ont permis. Ils ont permis à des pilotes américains expérimentés comme Chuck Yeager, Clarence Bud Anderson et George Preddy de chasser les chasseurs allemands profondément à l'intérieur du Reich. Ils ont transformé chaque raid de bombardiers en un balayage de chasseurs. Ils ont forcé la Luftwaffe à réagir défensivement dans leur propre espace aérien. Et chaque fois qu'un pilote allemand voyait ses cylindres argentés tomber d'une formation de Mustang, il savait ce qui allait arriver. Un chasseur plus léger, plus rapide, plus maniable avec suffisamment de carburant pour le chasser jusqu'à chez lui. Le lieutenant Friedrich Bauer, le pilote qui a demandé comment au-dessus de Berlin le 6 mars 1944, a été tué 3 mois plus tard. Sa dernière transmission radio a été enregistrée à 15h18 le 22 juin 1944, lors d'une mission d'interception de bombardiers au-dessus de Brunswick. Mustang lâche les réservoirs. Engagement. Son avion a été abattu 90 secondes plus tard par le second lieutenant Robert Johnson de Lawton, Oklahoma. Le rapport de combat de Johnson note « Réservoir externe largué à 15h17, engager les chasseurs ennemis à 15h18, fermé à 180 mètres et tiré une rafale de 4 secondes. L'avion ennemi a explosé. L'engagement entier a duré moins de 2 minutes. Friedrich Bauer volait en mission de combat depuis 28 mois. Il avait 31 victoires confirmées. C'était un pilote expérimenté avec une conscience de la situation, une formation tactique et un bon avion. Mais Robert Johnson a largué ses réservoirs, est devenu 90 kilos plus léger et avait suffisamment de carburant pour rester dans le combat. Bauer n'en avait pas. Johnson a survécu à la guerre avec 27 victoires. Il a attribué sa survie à 3 choses, une bonne formation, un bon avion et ses fichus réservoirs largables qui me laissaient aller n'importe où. Churchill a compris tout cela immédiatement. Il a compris que les réservoirs largables n'étaient pas seulement tactiques, ils étaient stratégiques. Ils signifiaient que les bombardiers alliés pouvaient frapper n'importe quelle cible en Allemagne avec des pertes acceptables. Il signifiait que la Luftwaffe serait forcée dans une bataille d'attrition qu'elle ne pouvait pas gagner. Il signifiait que la supériorité aérienne sur l'Europe était inévitable. Et il a compris autre chose, quelque chose qui ne deviendrait clair qu'après la guerre. Les réservoirs largables représentaient une différence fondamentale dans la façon dont l'Amérique et l'Allemagne abordèrent la guerre. L'Allemagne a construit les meilleurs chasseurs qu'elle pouvait, hautement techniques, magnifiquement fabriqués et chers. Le Bf-109, dans ses variantes ultérieures, nécessitait plus de 5000 heures de travail pour être construit. La qualité était privilégiée par rapport à la quantité. L'Amérique a construit de bons chasseurs rapidement. Le P-51, optimisé pour la production de masse, nécessitait 3800 heures de travail. Assez bon valait mieux que parfait. Et ils les ont soutenus avec un équipement simple, bon marché, jetable comme les réservoirs largables. Un équipement que les ingénieurs allemands ont qualifié de brut. Le rapport du Dr Heinrich Bauer sur les réservoirs largables, l'analyse de 89 pages soumise en mai 1944, comprend une section sur les techniques de fabrication américaines.
Il décrit la construction en acier sans soudure comme adéquate mais pas élégante. Il note que les artisans allemands pourraient construire des réservoirs supérieurs en utilisant de l'aluminium soudé. Il n'a pas tort. Les prototypes allemands de réservoirs largables testés à Rechlin en juin 1944 étaient 30% plus légers que les équivalents américains et contenaient 12% plus de carburant. Ils étaient également 400% plus chers et prenaient 6 fois plus de temps à fabriquer. Patricia McCarthy, la soudeuse de 19 ans de Pittsburgh, a construit 14 réservoirs par poste. Un artisan allemand chez Messerschmitt pouvait terminer 2 réservoirs par poste si tout se passait parfaitement. Quel système gagne une guerre? L'élégant ou l'adéquat produit en nombre écrasant? En août 1944, les groupes de chasseurs américains larguaient en moyenne 1200 réservoirs par jour au-dessus de l'Europe. Ils ne les récupéraient pas, ne les réparaient pas, ne les réutilisaient pas. Les larguaient juste et rentraient chez eux. Les pilotes allemands ont rapporté avoir vu des champs en France et en Allemagne jonchés de centaines de réservoirs largables américains jetés. La vue a brisé le moral plus efficacement que les pertes au combat. Parce que cela prouvait ce qu'ils savaient déjà. L'Amérique avait une telle capacité industrielle qu'elle pouvait se permettre de jeter de l'équipement que l'Allemagne ne pouvait même pas construire. L'Obergefreiter Otto Kroos. Un chef d'équipe de maintenance sur une base de la Luftwaffe près de Munich a écrit dans son journal le 3 septembre 1944 « Aujourd'hui, j'ai vu des photographies aériennes d'un champ près de Metz, couvert d'au moins 300 réservoirs largables américains. Juste là, abandonnés. Nous ne pouvons pas construire 300 réservoirs. Eux, ils peuvent en jeter 300 sans s'en soucier. C'est pourquoi nous perdons. » Otto Kroos a survécu à la guerre. Son journal a été publié en 1982. Il a passé 40 ans comme mécanicien à Munich à réparer des Volkswagen. Il n'a jamais volé, jamais vu le combat, mais il a compris, peut-être mieux que les pilotes, ce que signifiaient les réservoirs largables. Il signifiait que l'Amérique pouvait se permettre de gaspiller des ressources sur de l'équipement jetable, parce que sa capacité de production était effectivement infinie par rapport à celle de l'Allemagne. C'est le secret que Churchill a appelé le secret qui a gagné la guerre. Pas la technologie, la capacité, l'aptitude à mobiliser toute une économie pour produire des millions d'articles, des bombardiers aux bottes, en passant par des réservoirs largables à $40. Churchill avait vu la capacité industrielle de la Grande-Bretagne s'étendre jusqu'à sa limite et au-delà pendant les années 1940 et 1941. Il savait à quoi ressemblait un effort maximal. Et il savait que l'Amérique opérait à une échelle complètement différente. Les États-Unis ont produit 300 000 avions pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne en a produit 119 000. L'Amérique a produit 98 000 chars. L'Allemagne en a produit 67 000, mais le chiffre le plus révélateur est le suivant. L'Amérique a produit environ 200 000 réservoirs largables. L'Allemagne en a produit moins de 150. Ce n'était pas un combat loyal. C'était un géant industriel découvrant sa force. Et le réservoir largable a été le moment où cette force est devenue indéniable. Le 8 mars 1944, lorsque Churchill a qualifié les réservoirs largables de secret qui a gagné la guerre, le conflit en Europe avait encore 14 mois à durer. Le jour J était dans 3 mois. La bataille des Ardennes n'avait pas eu lieu. Berlin ne tomberait qu'en avril 1945. Mais Churchill a vu l'issue inévitable. Si l'Amérique pouvait produire 6000 réservoirs largables par mois, elle pouvait tout faire. Et l'Allemagne ne pouvait pas les arrêter. La Luftwaffe a essayé. Ils ont développé des tactiques pour engager les P-51 Mustang après qu'ils aient largué leurs réservoirs. Ils ont essayé d'intercepter les formations de bombardiers avant l'arrivée des escortes. Ils ont même tenté de détruire les usines de réservoirs largables avec des fusées V2. Rien n'a fonctionné. L'installation de la Buffalo Tank Corporation à Buffalo, New York,
n'a jamais été attaqué avec succès. Les femmes soudeuses comme Patricia McCarthy se présentaient à leur poste chaque jour. Les réservoirs n'arrêtaient pas d'arriver. Et les pilotes allemands continuaient de les voir tomber. Le général-major Adolf Galland, après la guerre, a donné des dizaines d'interviews sur la défaite de la Luftwaffe. Dans une interview de 1961 au London Times, on lui a demandé quel facteur unique avait le plus contribué à la perte de la supériorité aérienne de l'Allemagne. Sa réponse: le jour où les chasseurs américains ont pu escorter les bombardiers jusqu'à Berlin et revenir, nous avions perdu. Les réservoirs largables ont rendu cela possible. Tout le reste ne faisait que prolonger l'inévitable. L'intervieweur a insisté. Pas la qualité des pilotes américains ou les performances du P-51 Mustang? Galland a secoué la tête. Tout cela importait, mais sans l'autonomie, rien de tout cela n'a d'importance. Vous pouvez avoir le meilleur chasseur du monde. S'il tombe en panne d'essence avant que la bataille ne commence, vous avez déjà perdu. Les Américains ont résolu ce problème. Nous, non. L'intervieweur a noté que Galland semblait plus impressionné qu'amer. Galland a répondu: « Je suis un pilote. Je respecte la bonne ingénierie. Le réservoir largable était une bonne ingénierie. Simple. Efficace, produit en masse. Tout ce que l'ingénierie allemande n'était pas. » Cette interview a été donnée 16 ans après la fin de la guerre. Adolf Galland a eu le temps de réfléchir, le temps d'analyser, le temps de comprendre que la Luftwaffe n'avait pas été vaincue par de meilleurs pilotes ou de meilleurs avions. Elle avait été vaincue par une adolescente à Pittsburgh qui a appris à souder en 3 semaines et a maintenu des tolérances qui ont permis au réservoir de fonctionner à 25 000 pieds et à moins 20 degrés Celsius. Ce n'est pas une version romantique de l'histoire, c'est la vérité. Galland l'a compris, Churchill l'a compris en mars 1944, et Hans Weick l'a compris à 12h14, le 6 mars 1944, quand il a levé les yeux et a vu que les P-51 Mustang étaient toujours là, au-dessus de Berlin. Toujours en train d'escorter, toujours en train de se battre, parce qu'ils avaient assez de carburant, parce que quelqu'un a construit des réservoirs qui fonctionnaient, parce que l'Amérique pouvait se permettre de les laisser tomber dans les champs allemands et de ne pas s'en soucier. Votre liberté, si vous vivez en Occident, a été assurée par 1 million de facteurs, des décisions stratégiques, des victoires tactiques, des sacrifices héroïques. Et aussi par Patricia McCarthy, qui a estampillé PM 847 sur 8400 réservoirs largables et est rentrée chez elle à Pittsburgh à la fin de la guerre. Elle n'est jamais devenue célèbre, n'a jamais donné d'interview, n'a jamais dit à ses petits-enfants que ses soudures ont aidé à briser la Luftwaffe, mais sans elle, et 50 000 femmes comme elle dans les usines à travers l'Amérique, la guerre aérienne au-dessus de l'Europe prend plus de temps, plus de bombardiers sont perdus, plus d'équipages meurent, le jour J pourrait être retardé, le calcul change, le réservoir largable, cette pièce d'acier estampillée à $40 que les ingénieurs allemands n'ont pas pu reproduire, a changé l'histoire. Et la personne qui l'a construit était une adolescente gagnant 0,75 € de l'heure. C'est la génération qui a sauvé le monde, pas seulement les pilotes, pas seulement les généraux, les soudeurs, les riveteurs. Les ouvriers d'usine qui se sont présentés tous les jours et ont construit l'équipement qui a rendu la victoire possible. Winston Churchill le savait, c'est pourquoi il l'a appelé le secret qui a gagné la guerre. Non pas parce que la technologie était secrète, mais parce que la capacité industrielle derrière elle était incompréhensible pour l'Allemagne. Il ne pouvait pas l'égaler, ne pouvait pas la copier, ne pouvait pas rivaliser avec elle. Et une fois que les P-51 Mustang ont commencé à voler vers Berlin avec des réservoirs largables, l'issue était inévitable. Chaque pilote allemand le savait, chaque officier du renseignement le savait, et Galland, le chef des chasseurs, le savait si complètement qu'il a démissionné plutôt que de continuer à envoyer des pilotes dans des batailles impossibles à gagner.
Le réservoir largable n'a pas gagné la guerre à lui seul. Mais c'est le moment où la guerre est devenue impossible à gagner pour l'Allemagne. Le moment où l'excellence tactique n'a pas pu surmonter la supériorité industrielle stratégique. Le moment où un cylindre d'acier estampillé à $40 s'est avéré plus précieux que tous les Bf-109 de la Luftwaffe. 6 mars 1944. Le jour où les P-51 Mustang ont atteint Berlin. Le jour où Hans Weick a réalisé que l'Allemagne avait perdu. Le jour où Churchill a lu le rapport du renseignement et a compris. Le jour où Patricia McCarthy a soudé le réservoir numéro 2, 847, et n'avait aucune idée qu'elle était en train de changer l'histoire. Ce jour-là, il y a 80 ans, une simple solution d'ingénierie combinée à une capacité industrielle écrasante a mis fin à la capacité de la Luftwaffe à défendre l'espace aérien allemand. Et la guerre en Europe est devenue un compte à rebours vers l'inévitable. Vous venez de découvrir comment un réservoir largable à $40, construit par une adolescente à Pittsburgh, a contribué à vaincre la force aérienne la plus expérimentée au monde. Ce ne sont pas des statistiques poussiéreuses provenant d'archives oubliées. Ce sont des histoires vraies, des récits de la génération de vos grands-parents, des gens qui ont mobilisé une économie entière pour défendre la liberté. Cette histoire est restée enfouie dans des dossiers classifiés pendant des décennies. Les documentaires d'entreprise ne raconteront jamais ces histoires. Ils ne préservent pas l'héritage de personnes comme Patricia McCarthy, qui n'a jamais cherché la reconnaissance, mais qui a changé le monde quand même. Vos super thanks, ce n'est pas juste un soutien. C'est vous qui dites « j'honore la plus grande génération », toutes, les pilotes et les soudeurs. Cela dit à YouTube, une histoire aussi détaillée, ça compte. Ça maintient ces récits vivants pour vos enfants. Vous n'êtes pas juste un spectateur, vous êtes un gardien de l'histoire. Vous vous assurez que les Patricia McCarthy de ce monde soient enfin reconnus. Équipe P-51 Mustang contre équipe P-47 Thunderbolt. Quel chasseur a vraiment gagné la guerre aérienne? Laissez votre réponse ci-dessous.